Bonjour à tous. En attendant la prochaine étape de Lady L, comme promis, je vous mets en ligne quelques vidéos sur mon ancien bateau Sherkan. Avant celle de la Transat, je vous propose de voir la préparation du bateau. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation de Sherkan. Bien avant son voyage aller-retour aux Antilles, je travaillais encore et je vivais à bord de mon bateau, ceci une douzaine d'années. J'en ai préfouté pour le préparer petit à petit car je savais déjà que je partirais. Bien sûr, à cette époque, je n'avais pas de caméra. Aussi, c'est en partie avec des archives photos que je relate cette préparation. Tout a commencé par la réflexion de la carène. Elle fut grattée et poncée entièrement. S'ensuivit un traitement avec 2 couches d'époxy en protection. Puis l'après et l'antifouling semi-rodable en 3 couches qui ont tenu l'année aux Antilles. Le joint de quille fut refait entièrement comme le montre la photo. Un travail de décoration et de personnalisation a été effectué avec la pose de la tête de tigre à l'étrave et divers liserés et bandes grises à la peinture. Il a fière allure, le beau gras. Sherkan a 16 ans lors de son départ. Le gréement est d'origine. Aussi, 1 an avant, dématage et changement complet du gréement dormant avec pose d'un étai largable pour la trinquette et le tourmentin. On profite que le mât est à terre pour monter le radar, changer le gréement courant et équiper l'éclairage complet en LED. Feu de mât, feu de hune, projecteur de pont. Une vérification de la tête de mât et pose de divers accessoires. Après rematage, une montée au mât clôture l'opération gréement. Ma capote d'origine en toile a rendu l'âme, paix à la mienne. Ainsi, je décidai d'en réaliser une en dur. Ce fut le gros morceau de la préparation avec celle du portique technique. Je sais que certains sont contre ce genre de verrue, mais en grand voyage, croyez-moi, c'est un vrai bonheur, même aux Antilles. La construction est du type à moule mâle perdu, c'est-à-dire que je réalise la structure en bois léger que je recouvre de tissu et de résine époxy. Cela donne un ensemble assez léger et résistant, environ 18 kg, sans les mains courantes et le plexi. Le détail qui tue. La vue d'ensemble montre la bonne intégration à la ligne du bateau. En nave, un vrai bonheur, ainsi qu'au mouillage. Jamais je n'ai regretté cet équipement. Les images, lors de la Transat au retour, partent d'elles-mêmes. Mon taux de soleil, qui est fixé à l'arrière sur le portique technique, vient se fixer sur la main courante de la capote par un transfilage. On est ainsi protégé de la pluie et du soleil. En ce qui concerne la mécanique, une révision complète du moteur, avec changement de la pompe à eau de mer, refit du démarreur et de l'alternateur, avec changement des roulements, balais et charbon. Changement du coup d'échappement par précaution.
Le changement des 4 cylindres bloc moteur a été effectué avec contrôle de l'alignement. Le changement du presse-étouffe Volvo et remplacement de l'hélice bipale par une hélice tripale. Je sais, perte de performance sous voile, mais gain en manœuvrabilité. Je rappelle que je suis en voyage, pas en course, et la perte de 0,5 nœuds compense largement le gain de manœuvrabilité. Je veux compter dessus dans les moments de grande solitude, en manœuvre dans les ports ventés par exemple. Le Sun Odyssey 34 est équipé d'origine d'un réservoir de 180 litres d'eau douce placé dans la cabine arrière bâbord. Pour mon autonomie en eau, vu que je n'ai pas de dessal, j'ai rajouté un réservoir de 100 litres dans le premier caisson de la cabine avant. Pour les puristes, côté équilibre des poids, ce n'est pas l'idéal, mais sur un 10 mètres, il n'y a pas 36 solutions de place. Une vanne aiguille la pompe sur le réservoir avant ou arrière. En nav, je commence toujours par vider l'avant. En ce qui concerne l'équipement suivant, j'ai longtemps hésité entre le bout dehors amovible ou la delphinière. J'ai fini par opter pour cette dernière. Elle est réalisée en lamelé collé époxy de 8 couches de contreplaqué marine de 10 mm, le tout stratifié après mise en forme. Une sous-barde rigide lui confère résistance. Un double avantage. J'ai remplacé le davier d'origine par un davier basculant déporté sur l'avant qui reçoit mon mouillage principal, une Rockna de 16 kg avec 60 mètres de chaîne de 10. L'autre avantage de cette delphinière est de pouvoir déporter l'amurage de mon spi asymétrique. D'origine, mon bateau est un 3 cabines prévu pour 6 à 8 personnes. Sur un 10 mètres, en navigation hauturière, c'est trop. Pour ma part, je dis l'idéal 2, max 4. C'est pourquoi, pour augmenter et rationaliser mon rangement, j'ai transformé la cabine arrière bâbord en local technique. Outre que d'avoir multiplié mon stockage de tout le matériel volumineux et autres, j'ai rapatrié ici tous les équipements, pompes, chargeurs, régulateurs, etc. qui encombraient les petits rangements et placards. Ici, ils sont à vue et facilement dépannables, libérant les autres espaces pour la vie du bord. Vous pouvez voir les rangements en mallette pour le matériel de rechange et divers adaptateurs eau et électriques. Dans le caisson gris, j'ai équipé mes WC d'une cuve à eau noire pour être en règle avec la législation des pays traversés. Petit clin d'œil à mon premier bateau, un Puma 26. Un sommier à latte a été installé dans la cabine du capitaine. Outre le confort, il élimine la condensation grâce à une aération largement diffusée entre le matelas et l'assise. Très important en navigation sous les tropiques. D'origine, le parc à batterie du bateau était sous-dimensionné pour une navigation hauturière. De plus, il ne me permettait pas, vu son étroitesse, d'augmenter la capacité des batteries. Après un calcul des consommateurs du bateau en nave et en mouillage, et avec de gros consommateurs comme le frigo, mais surtout le pilote automatique qui marche pratiquement constamment en traversée, j'ai modifié mon bac pour recevoir 4 batteries au gel de 410 Ah chacune. Cela me donne une autonomie suffisante en cas de temps couvert ou manque de vent et évite la mise en marche du moteur, surtout avec la possibilité de décharge à 80% des batteries gel sans dommage. Le portique technique fut la deuxième grosse pièce de la préparation. Je ne voulais pas de tube inox lourd. Je préférais un montage léger mais aussi résistant. J'y pends mon annexe. Il est composé d'un portique en 3 pièces, profilé, creuse, dans lesquelles courent les fils électriques. Fixé au pont par 8 tiges filetées sur assise, reprise d'effort sur les bastingages et en appui sur 2 matereaux verticaux, support d'antenne et d'éolienne. Ces tubes sont des mâts de planche à voile en carbone résistants et légers. L'un sert de matereau à antenne. Ici, toute la transmission y est regroupée, sauf la VHF en tête de mât pour la porter. Il y a même une antenne de secours en cas de dématage. L'autre est le matereau de l'éolienne, une 400 watts. Divers feux, route, cockpit et poupe sont intégrés à la structure, ainsi qu'un panneau solaire étroit de 60 watts d'appoint. Je ne voulais pas d'échafaudage, couvert de panneaux
qui casse la ligne et fait une grosse prise au vent. Sa réalisation débuta par un mannequin grossier en bois de cagette afin de déterminer la forme et l'emplacement. La construction des 3 parties du portique a été réalisée comme une aile d'avion, avec nervures et longements, le tout coffré en contreplaqué aviation fin et léger. À l'intérieur, des gaines ont été disposées pour amener les fils aux divers récepteurs. Certes, ce n'est pas un profil NACA, mais ces éléments creux et légers, avec des renforts disposés au point névralgique, a constitué un moule malle que j'ai recouvert, comme la capote, de tissu de verre et d'époxy. L'ensemble est léger, suffisamment résistant. Il a maintenant 8 ans d'existence. Côté production d'énergie, mis à part le moteur, je dispose à bord d'une éolienne RX 400 et de 3 panneaux solaires. L'un fixe sur le portique technique de 60 watts et 2 panneaux de 110 watts chacun, légers et mobiles, soit en tout 280 watts. Tout est surveillé et géré par un contrôleur d'énergie MasterVolt. Le choix d'avoir des panneaux mobiles et légers me permet de tirer un maximum de rendement de ces derniers. En effet, ils sont orientables et peuvent être posés partout sur le bateau, sur le dos, le roof, sur le devant et sur les filières. Ils sont inclinables grâce à un système de tirant télescopique. Pendant ma transat par exemple, on recevait le soleil pratiquement toujours sur bâbord. Les 2 panneaux étaient alors sur bâbord. En mouillage ou au port, on pouvait les déplacer. Ils se clipsent sur des filières grâce à des mousquetons et se rongent le long de ces dernières à la verticale en cas de forte mer. Le principe minimise aussi les ombres projetées et abaisse les poids. En fait, leur fabrication s'appuie sur 2 éléments. Un panneau rigide supportant le mécanisme des bras et des fixations, ajouré pour un poids minimum, et un panneau solaire souple collé dessus. Certains vont dire pourquoi cela. Il a les inconvénients des 2 types de panneaux, souple et rigide, et pas les avantages. Pourquoi rendre rigide un panneau souple? Justement, pour avoir les avantages des 2 types, la légèreté et la maniabilité du souple, et la rigidité du fixe pour sa solidité. J'aurais pu faire le système avec des rigides, mais ils auraient été lourds et peu maniables. L'expérience me l'a prouvé. Les trous pour l'allègement contribuent aussi au refroidissement des cellules. Une rallonge souple avec prise étanche me permet de déplacer l'ensemble sur toute la longueur du bateau. Bon le Sharkan? Enfin tout. Ouais. Souvent, au mouillage, Sharkan avait les panneaux, un de chaque côté, en aile de mouette, comme j'aime souvent le dire. Ici, à Marigobé, à Sainte-Lucie. Pour la sécurité, Sharkan embarque la balise de détresse par satellite obligatoire en noturier et une petite balise individuelle AIS que l'homme de quart porte toujours sur lui. En cas d'homme à la mer et en équipage réduit, on perd vite le visuel. Cette balise se déclenche et affiche sur tous les écrans AIS à la ronde l'alarme homme à la mer et sa position. Cela permet de revenir sur lui plus facilement. Un gage de sécurité. En solo, bien sûr, c'est plus compliqué, mais mieux vaut s'attacher. Pour l'électronique, on reste sur du classique. 2 écoles s'affrontent. La première, la tendance actuelle, un écran et des boîtes noires pour chaque fonction, le tout géré par un logiciel et visualisé sur l'écran. L'inconvénient, si un composant tombe en panne, on est privé de presque tout. Sur Sharkan, j'ai opté pour chaque fonction soit dédiée. Bien sûr, cela multiplie les écrans, mais reste exploitable si l'un d'eux flanche. D'autre part, je peux couper individuellement chaque poste et économiser ainsi l'énergie. En noturier, par exemple, la nuit, je laisse simplement le GPS, la VHF en veille et l'AIS. Le radar est en fonction écho.
Sur cette table à cartes, on y trouve pêle-mêle radio du bord, VHF ASN, AIS en émission réception, les jauges des réservoirs d'eau, le panneau électrique du bord, les jauges de gasoil et l'oramètre moteur, la VHF portable de secours, la télécommande du pilote, radar, Navtex et GPS, téléphone satellite Iridium pour les grilles météo, les mails et les SMS, la gestion de l'énergie, et côté logiciel de nav, j'ai un PC avec OpenCPN et une tablette avec Navionics. Pour finir, et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo numéro 1 sur la présentation de Sharkan, voici rapidement la visite de l'intérieur de ce croiseur de 10 mètres. Et c'est ainsi préparé que Sharkan quitta la France pour les Antilles au matin du 1er septembre 2016. Vous conviendrez tous que pour moi, ce fut un grand moment.